Bonjour, je suis Catherine Laprise, directrice scientifique du Centre intersectoriel en santé durable, le 6D. Bienvenue aux grandes conférences. Aujourd'hui, vous pourrez entendre le professeur Loïc Pulido aborder les différents modèles lorsqu'on veut faire de la recherche avec et pour la société. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette grande conférence. Aujourd'hui, on accueille le professeur en éducation au département des sciences de l'éducation de l'UQAC, le professeur Loïc Pulido, dont l'expertise se centre sur le développement global de l'enfant en contexte éducatif. Alors, il est le directeur du consortium régional de recherche en éducation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une unité de recherche qui compte 35 chercheurs de différentes disciplines, dont la mission est la réalisation de recherches participatives avec un objectif de mobilisation du milieu et de transfert à ce milieu. Il est membre également régulier du 6D et c'est évidemment dans ce contexte-là qu'il est ici avec nous aujourd'hui pour nous partager le projet qui porte sur les écoles nature, mais pour nous parler surtout de comment faire de la recherche avec et pour la société. Encore une fois, on se souvient que son objectif ou son créneau préférentiel est vraiment le développement global de l'enfant. Alors, bienvenue et merci de nous partager ce domaine et ce créneau essentiel aujourd'hui à tout le monde du 6D. Et on a des gens en ligne et en présentiel. Alors, pour les questions, on attend à la fin, en ligne et en présentiel. Alors, merci. Loïc. Merci Catherine, bonjour tout le monde. Content de vous présenter le contenu que je vais aborder aujourd'hui. Donc on va parler de sciences participatives, sciences citoyennes. Alors vous savez que c'est un mouvement un peu mondial qui se développe dans les dernières années avec l'idée qu'on peut impliquer un maximum les personnes de la société civile qui ne sont pas chercheurs dans les recherches à différents étages pour définir des objets de recherche, pour convenir d'outils de recueil de données. Vous savez, on a des beaux projets dans la région, par exemple, avec la pêche sur glace en ce moment, sur le recueil de morceaux de poissons pour faire de l'étude. Donc, c'est de la science participative. Et en fait, moi, je vais vous parler aujourd'hui des approches participatives en éducation en particulier, parce que plusieurs personnes au 6D s'intéressent aux enfants. Et puis, les enfants, souvent, quand on veut travailler avec eux, on va là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les milieux scolaires, ce qui implique de travailler avec les milieux scolaires. Et au travers de mon propos, je vais essayer de vous montrer que ça implique un certain nombre de contraintes, mais c'est aussi une belle chance parce que ça donne des opportunités de collaboration avec des professionnels qui sont très bien formés, très compétents, qui peuvent améliorer la recherche. Donc je vais essayer de vous montrer ça. C'est vrai que la plupart des recherches sur l'enfance, en fait, se passent dans les milieux scolaires. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma maîtrise, je travaillais vraiment en psychologie cognitive expérimentale sur le décours de l'activation en mémoire des significations d'expressions idiomatiques, comme donner sa langue au chat, là. Voir comment ça s'active en mémoire chez les enfants, le sens littéral, le sens figuré. C'est quelque chose de très, très expérimental. Et je travaillais avec des milieux scolaires pour ça. C'était dans les milieux scolaires que j'allais voir les enfants. Donc, même sur des choses qui sont de la recherche fondamentale, en fait, on peut avoir des partenariats avec les milieux scolaires. Et puis, quand en tant que chercheur, on arrive dans un milieu scolaire, on va exercer tout un tas de contraintes sur le milieu scolaire. C'est-à-dire qu'on va prendre du temps, on va prendre des élèves, on va obliger à de l'espace, avoir une petite salle et tout ça. Puis ça implique un peu de trouver des modes opératoires, des manières de fonctionner qui conviennent à tout le monde pour pas trop perturber ce milieu-là et puis pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont des contraintes, ils trouvent leur compte. Alors je pense notamment aux enseignants, aux directions d'école, aux services de garde parfois parce qu'on peut être amené à rencontrer les enfants dans les services de garde. Et il se trouve que en éducation, alors je dis en éducation, c'est pas seulement en sciences de l'éducation, c'est vraiment dans beaucoup de disciplines qui s'intéressent à l'éducation, donc aussi en sociologie de l'éducation, en psychologie. Il y a des approches qui sont formalisées
personnalisé pour collaborer avec les personnes. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il existe une multitude d'approches. Alors en 45 minutes, c'était pas possible de toutes les aborder. Donc là, j'en ai sélectionné 5 qui me paraissent pertinentes et qui s'appliquent particulièrement bien dans des contextes dans lesquels on se pose des questions de santé. Donc par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, ça me paraissait intéressant. Donc je vais vous parler de recherche translationnelle. Alors c'est pas tout à fait les mêmes que dans le secteur des sciences médicales, hein. C'est vraiment recherche translationnelle en éducation, mais ça s'inspire des approches médicales. Je vais vous parler de conception participative dans les recherches en éducation, de recherche action-formation, de recherche orientée vers la conception et de recherche collaborative. Puis donc tout ça, c'est des manières de collaborer avec les milieux scolaires qui sont différentes, qui ont des objectifs différents, et puis qui présentent des intérêts et puis des limites aussi différentes que je vais essayer d'exposer. Ce que je vais faire, c'est pour chaque approche, je vais vous dire un petit peu de quoi il s'agit, et puis je vais vous présenter un ou quelques résultats de recherche qui ont été faits avec cette approche-là, qui me paraissaient intéressants par rapport à l'auditoire que j'anticipais pour aujourd'hui. Donc la première forme de recherche dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle en éducation. Donc là, on est vraiment dans une approche de recherche en éducation qui s'inspire de la recherche translationnelle en médecine, hein, et puis donc des mouvements de médecine fondés sur la preuve. C'est des choses qui s'utilisent beaucoup en sciences cognitives, en économie expérimentale ou en sociologie, et notamment en France, il y a un conseil scientifique de l'éducation nationale, donc des chercheurs qui travaillent, qui font une partie de leur travail pour le ministère de l'Éducation et qui vont donner des recommandations pédagogiques. Et ce comité, ce conseil, actuellement, encourage les chercheurs à avoir des approches de type translationnel. Et ils ont produit un document en 2021, là, que j'ai mis à gauche, qui pose un peu les bases de qu'est-ce que ce serait faire de la recherche translationnelle avec des milieux scolaires et dans une perspective éducative. Et puis ce qu'ils défendent, au fond, c'est que c'est des approches qui sont intéressantes pour mieux comprendre les besoins des élèves, pour aider à individualiser des interventions, dans l'idée qu'on a des élèves qui sont très très différents et que c'est peut-être pas tout à fait la même action qui va servir tous les élèves. C'est aussi, selon eux, un moyen efficace, la recherche translationnelle, pour éviter de généraliser des interventions qui sont pas efficaces, des interventions qui sont inefficaces, parce qu'il arrive parfois dans les milieux scolaires qu'il y ait des modes pédagogiques qui ne sont pas forcément évalués. Et puis donc, selon eux, mener des recherches translationnelles, ça permet d'éviter ça. Et puis, selon eux, ça permet aussi de contribuer au développement professionnel des personnes des milieux qui accueillent ce type de recherche. Alors, entendu dans le sens de l'éducation, la recherche translationnelle, en fait, c'est une recherche qui va aller chercher du côté de la recherche fondamentale pour calibrer des interventions à mener auprès des élèves. Et donc, ce que ça va aller chercher dans les recherches fondamentales, c'est des connaissances sur comment fonctionnent les mécanismes d'apprentissage et des connaissances sur les mécanismes qui permettent aux pratiques éducatives, donc des enseignants en contexte scolaire particulièrement, d'avoir des effets sur les apprentissages. Donc ils vont mobiliser comme ça des recherches fondamentales. Et puis ils vont mobiliser aussi des manières de faire de recherche interventionnelle. Et donc, le principe des recherches translationnelles en éducation, ça va être de tester les effets d'intervention éducative et puis d'en analyser les retombées sur les élèves. Donc, on est sur des approches qui sont assez positivistes, qui vont aller prendre de la mesure auprès des élèves et puis qui vont essayer de lier des variations de mesure avec des contextes éducatifs. Alors, la voie royale pour faire de la recherche translationnelle en éducation, c'est les essais randomisés contrôlés. Hein. Donc, on a des conditions éducatives dont on veut tester les effets. On va aléatoirement distribuer les élèves entre des conditions contrôle, des conditions intervention dont on veut voir l'effet, puis on va voir les retombées que ça peut avoir. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs pays qui s'intéressent à ces approches. Puis, ça donne des résultats de recherche qui sont assez intéressants. Je vais vous en présenter deux, qui sont des résultats qui sont prometteurs, on va dire. Alors, pour l'instant, pour moi, ça reste prometteur dans le sens où c'est des manières de faire de la recherche en éducation dont la promotion se fait depuis peu de temps, donc on manque encore de résultats, mais il n'empêche qu'il y a des choses qui sont intéressantes. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est l'approche TARL d'Esther Duflo. Esther Duflo, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une économiste en fait. Et elle a été professeure au Collège de France, elle est actuellement professeure au MIT et elle a eu le prix Nobel d'économie.
Donc, c'est des gens qui s'intéressent à la question d'éducation. Et puis, elle s'est intéressée à la question d'éducation dans des contextes dans lesquels on trouve des classes qui sont surchargées, avec des élèves qui ont des niveaux scolaires qui sont très très hétérogènes, et dans des milieux dans lesquels le rendement et puis les effets du système éducatif n'est pas à la hauteur de ce qu'attend la société. Donc notamment, elle a travaillé dans plusieurs pays d'Afrique et puis dans plusieurs régions de l'Inde, et elle a mis en place un dispositif qui s'appelle TARL, donc c'est Teaching at the Right Level. L'idée de ce dispositif-là, c'est quoi ? C'est dans ces contextes dans lesquels on a des élèves qui ont un niveau très très hétérogène à un même âge, plutôt que de garder les élèves systématiquement pendant tout le temps scolaire en classe de groupe d'âge, on va avoir des moments dans le temps scolaire dans lesquels ils vont être placés selon leur niveau par rapport à une compétence à atteindre. Donc, par exemple, plutôt que d'avoir toute la semaine tous nos élèves qui ont 6 ans ensemble dans la même classe à faire les mêmes activités, l'essentiel de la semaine, on va avoir nos élèves qui ont 6 ans. Et puis à certains moments, on va avoir un groupe dans lequel il y aura des élèves de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, qui présentent un besoin similaire par rapport à un apprentissage donné. Donc là, ils travaillent beaucoup sur l'apprentissage de la lecture et puis l'apprentissage du nombre, en l'occurrence. Et donc, ce qu'elle fait dans son approche, c'est en fait... Elle implante ce type de dispositif dans des régions qui sont assez larges. D'abord en formant des équipes d'implémentation. Donc elle va recruter en fait des formateurs d'enseignants qui vont expliquer un petit peu le principe des interventions. Ensuite, ces formateurs vont former les enseignants à la fois aux interventions par groupe de niveau et puis à mener des évaluations diagnostiques pour pouvoir faire ces groupes de niveau. Ensuite, il y a des interventions qui sont menées en classe par groupe de niveau. Alors là, je vous ai mis une petite référence là, qui donne un exemple de ce qui a été fait. Et puis, on était avec des élèves de l'équivalent de 2e, 3e, 4e année au Québec. Et puis, sur des actions qui étaient en lecture. Et ils ont mené ces actions pendant un total de 40 jours. Avec des ateliers dans les 40 jours où ils étaient par groupe de niveau. Puis ensuite, ils font des mesures d'impact de tout ça pour voir quel genre d'effet ça peut avoir. Puis comme ils font des implantations par région, en fait, ils font leurs groupes expérimentaux par région. Donc, quand ils installent quelque chose, telle région va mettre en place le dispositif qui a été TARL, là. Puis il y a une autre région qui va continuer pendant un moment à agir comme il le faisait avant. Puis on va mettre en place le dispositif plus tard. Et donc, ce dispositif-là, il a été mis en place, comme je vous disais, dans plusieurs pays d'Afrique et puis dans plusieurs régions de l'Inde, et avec des effets qui sont la plupart du temps similaires, c'est-à-dire qu'en utilisant ce type d'intervention sur des périodes qui sont finalement assez brèves, puisqu'on est autour de 2 mois là, on se retrouve avec des enfants qui, à la fin des interventions, sont à peu près un écart type au-dessus en termes de niveau que les enfants qui ont été dans les groupes contrôle, donc qui progressent un petit peu plus vite, quoi. Alors évidemment, dans le groupe contrôle, les enfants progressent aussi, hein. Quand on met des enfants à l'école, ils progressent. C'est juste là, ils progressent un petit peu plus vite dans ce cas-là. Et ça fait ces résultats-là, c'est en partie sur ces résultats que son prix Nobel a été fondé. Puis aujourd'hui, il y a 4 millions d'élèves qui bénéficient de ce type de dispositif-là et qui sont mis en place. Donc là, c'est vraiment je dirais, l'exemple de recherche translationnelle depuis le monde de l'économie expérimentale qui a été mis en place. Je vais vous donner un deuxième exemple pour nous rapprocher un petit peu des thématiques qu'on aborde là, et qui est un exemple qui est plus modeste mais qui est intéressant aussi. C'est un exemple qui a été développé par Potier-Watkins et Dehaene dans une recherche dans laquelle en fait ils ont développé une petite application pour aider des enfants de maternelle à se préparer à l'apprentissage de la lecture. Donc cette application, elle s'appelle Calulu, donc d'où le nom du projet. Puis en fait, c'est une application qui est assez simple. C'est une application qui fonctionne sur tablette. Si vous avez des enfants qui sont en maternelle et que vous avez une tablette Android, vous pouvez aller la télécharger pour jouer avec. Et puis le principe, ça va introduire les enfants
à la question des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Donc les graphèmes, c'est les signes qu'on utilise pour écrire, donc les lettres ou des groupes de lettres. Puis les phonèmes, c'est les sons qui permettent de distinguer les mots dans la langue. Donc par exemple, savoir que la lettre A fait le son A, c'est la connaissance d'une correspondance entre un graphème et un phonème. Donc là, le logiciel, quand il est proposé aux enfants, il va comme ça montrer des correspondances entre des graphèmes et des phonèmes, avec un enfant qui prononce le son pour que les enfants puissent faire les associations. Ensuite, il y a des activités qui visent à isoler le phonème à l'intérieur de mots. Donc, par exemple, si on fait le son N, N, comme ça, on va faire entendre différents mots qui contiennent ce son aux enfants. Puis, ils ont un petit jeu à faire où ils disent où est-ce qu'ils l'entendent. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Et puis, finalement, ils ont une activité où, comme au départ, on est sur les associations entre les graphèmes et les phonèmes, ils vont tracer la lettre, tracer le graphème sur la tablette avec une rétroaction. Donc c'est des petites activités du type de ce qu'on trouve dans les classes de maternelle finalement, mais là avec une progression particulière entre les sons et puis avec des rétroactions qui sont données aux enfants. Puis donc ils ont développé cette application-là. S'ils ont développé ces dimensions-là, c'est parce que les dimensions connaissance des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes et tout ça, c'est des prédicteurs de la lecture si vous voulez. Puis ils sont allés voir si ça avait un effet sur les habiletés qui permettent de prévoir la lecture. Alors je vous ai mis quelques graphiques là qui permettent de voir ce qu'ils obtiennent. Alors je vais juste pour que vous puissiez bien lire les articles, les graphiques. En fait, avec le type de méthodologie qu'ils utilisent, ils sont sur une base de comparaison du groupe qui a bénéficié des interventions avec l'application, avec des groupes qui n'ont pas bénéficié de l'application. Alors en fait, il y en a deux. Puis comment ça fonctionne? Dans leur équipe de recherche, il y a des gens qui travaillent sur l'apprentissage du nombre. Donc ils ont aussi développé une application qui travaille sur l'apprentissage du nombre. Là, je ne vous ai pas pris ça comme exemple parce que moi, j'étais plus à l'aise avec cette étude-là. Puis donc, il y a un groupe. Pendant que les enfants bénéficient de l'application pour travailler sur la préparation de la lecture, il y a d'autres enfants qui bénéficient de l'application pour travailler sur le nombre. Et puis, il y a un groupe contrôle, donc un groupe dans lequel les enfants font dans leur classe ce que l'enseignante ou l'enseignant a l'habitude de faire dans sa classe. Donc, on a 3 groupes qui sont comparés comme ça. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils croisent en milieu d'année, en fait. Donc, il y a un groupe d'enfants en début d'année, ils ont Calulu. En milieu d'année, ils basculent sur l'application maths. Puis, il y a un autre groupe d'enfants, en début d'année, ils ont l'application maths. Et puis, en milieu d'année, ils basculent sur l'application Calulu. Okay. Puis donc là dans les graphiques, ce que vous avez, c'est les variables qu'ils ont considérées donc là vous voyez qu'ils ont considéré 5 variables: compréhension de l'oral, la conscience phonémique, la connaissance du nom des lettres et l'association entre la lettre et son nom, les correspondances entre les sons et puis les lettres, et puis le niveau de fluence quand les élèves essaient de lire des mots. Donc c'est la fluidité avec laquelle ils lisent, si vous voulez. Et puis donc vous avez trois lignes dans les graphiques. Une ligne qui concerne les groupes qui ont commencé par Calulu et puis qui sont passés aux maths. Une ligne qui concerne ceux qui ont commencé par les maths et puis qui sont passés à Calulu. Et puis une ligne pour le groupe contrôle. Puis donc là, ce que vous voyez avec cette étude-là, qui a été réalisée auprès de 1200 élèves, donc c'est quand même un nombre important de classes, c'est qu'on a quelques variables pour lesquelles, en début d'année, on a les élèves qui ont commencé avec cette application-là qui se distinguent des autres. Donc là, on voit que, par exemple, pour la connaissance du nom des lettres et l'identification du nom des lettres, les élèves qui ont fait d'abord Calulu, en milieu d'année, ils sont un petit peu meilleurs sur cette dimension-là que les élèves qui ont fait des maths. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est que le groupe contrôle est aussi meilleur que ceux qui ont fait des maths, mais ça, c'est des résultats qui sont inattendus. Et puis pour les correspondances entre les lettres et les sons, on voit que là, les groupes qui ont commencé par l'application sont meilleurs en milieu d'année que les groupes qui ont commencé par les maths. Donc vous voyez, dans la recherche translationnelle, c'est ça l'idée. On va développer des interventions qui sont fondées sur des résultats de recherche, et puis on va mettre en place une expérimentation qui va mesurer les impacts pour voir si on a bien les effets qui sont escomptés. Donc vraiment une démarche très hypothético-déductive et puis mesure d'impact. Ça va pour ça? Alors, une deuxième manière de faire collaborer avec les milieux scolaires, c'est ce qu'on appelle la conception participative.
Alors là, vous allez voir, on va encore être dans des traditions un peu positivistes, très sciences dures, quoi, mais avec une approche qui va être tout autre. Dans la conception participative, l'idée, c'est on va aller chercher des résultats de recherche fondamentale par rapport à un objet d'apprentissage, par rapport à une question, pour savoir un petit peu, au regard des connaissances, comment il faudrait s'y prendre pour enseigner quelque chose, ou comment il faudrait s'y prendre pour mieux comprendre les apprentissages des enfants. Donc on va chercher des résultats de recherche fondamentale comme ça. On va créer un groupe de travail avec des milieux scolaires, et ce qu'on va mobiliser dans les milieux scolaires, c'est la connaissance que les gens ont des élèves et de leur fonctionnement quand ils sont en contexte scolaire, quand ils sont en classe. Et à partir du match de ces deux éléments-là, on va comme créer des dispositifs de recherche et on va co-construire des choses, on va faire de la co-conception. Et quelles sont les choses qu'on va co-construire ? Ça dépend un peu des recherches de conception participative, mais il y a des recherches dans lesquelles ce qu'on co-construit, c'est des dispositifs d'intervention. Je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait comme ça il y a quelques temps. Mais il y a aussi des recherches dans lesquelles ce qu'on co-construit, c'est les outils de recueil de données pour faire de la recherche fondamentale. Et je vais commencer par un exemple comme ça, et vous allez voir que c'est super intéressant. J'ai pas commenté avant, la personne qui a un peu formalisé ce type d'approche, c'est Édouard Gintaz. Édouard Gintaz, c'est un prof en psychologie du développement à l'Université de Genève. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille sur le rôle des mouvements dans les apprentissages et puis sur le développement émotionnel des enfants, pour vous le situer un petit peu. Donc, l'exemple que je vais vous donner, imaginez-vous, vous avez une équipe de chercheurs qui veut travailler sur les liens qui existent entre les habiletés émotionnelles, donc la capacité à gérer et à nommer ses émotions chez les enfants, les comportements sociaux, c'est-à-dire comment je me comporte, comment je suis avec des amis, les habiletés motrices, est-ce que je suis capable de sauter, courir, et puis les habiletés en mathématiques. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils essaient d'interroger les relations qui existent entre ces quatre choses-là ? Parce qu'il y a des connaissances issues de la recherche fondamentale qui montrent qu'il y a des liens 2 à 2 là-dedans. Par exemple, vous avez des super travaux qui montrent que l'entrée dans le nombre, la compréhension, les premières compréhensions du nombre chez les enfants, c'est intimement lié à leur activité physique, et notamment à l'activité de compter sur les doigts. Ça aide à conceptualiser les nombres. Vous avez des travaux de Catherine Thévenot ou Nathalie Bonneton qui portent là-dessus, qui sont intéressants. Puis donc, la motricité, ça joue beaucoup pour l'apprentissage des nombres. J'imagine que vous avez déjà entendu dire qu'il y a des élèves qui sont pas forcément très performants en maths parce qu'ils sont très stressés quand ils ont des examens de maths. Donc ça vous montre les liens qui peuvent exister entre mathématiques et émotions. Puis bref, il y a des recherches qui documentent un petit peu des liens entre tout ça. Et ces chercheurs-là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est aller regarder de près comment ces quatre choses-là interagissent entre elles, là où les études antérieures regardaient 2 à 2, si vous voulez. Et puis, ils ont mis en place une étude. Et donc, classiquement, ce qu'on ferait dans une approche non participative, pour ça, moi, c'est vraiment dans mon champ, là-dedans, en psychologie des apprentissages. Si j'avais à faire ça en approche non participative, j'irais chercher un test d'habileté émotionnelle standardisé, j'irais chercher un test d'évaluation ou d'observation des comportements sociaux standardisé, j'irais chercher un test habileté motrice, j'irais chercher un test de rendement en maths, et puis je ferais des analyses de régression sur tout ça. Là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont dit, on va pas partir de tests standardisés, on va réunir un groupe d'enseignants qui sont spécialisés en maternelle et on va développer nos outils ensemble. Et puis on va faire une évaluation métrologique de nos outils ensemble. Donc ils ont mis en place un groupe avec 22 enseignants, ils ont développé leurs outils, ils les ont pré-testés, puis là ils ont mis en place leurs recherches. Et quand ils ont mis en place leurs recherches, ils ont fait quelque chose de très astucieux, de très intéressant. C'est les enseignants qui ont fait passer les évaluations aux enfants. Et ça change tout. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu à évaluer des enfants dans un contexte où ils ne vous connaissent pas en tant qu'adultes, surtout pour des enfants de maternelle, comme dans cette étude-là, ça emporte des biais. Quand c'est l'enseignant, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et si l'enseignant a été formé pour, on va dire, pas trop guider les réponses, ça peut être super intéressant. Puis donc dans cette étude-là, ils ont fait des études de régression pas à pas. Là, donc vous avez les différents étages de la régression. Et puis ils ont réussi à voir comment les différentes variables là s'influençaient les unes les autres. Donc je ne sais pas si vous êtes très habitué avec ça, mais le petit chiffre qui est après le bêta qui est présenté là, pour toutes les variables, ça dit quel pourcentage de la variance de là où il y a la flèche est expliqué par la variable prédictive qui est de l'autre côté de la flèche.
Donc plus ce chiffre est près de 1, plus ça explique une part importante de la variance. Puis donc là, vous voyez, on a des choses qui sont assez intéressantes parce que dans le dernier pas de leur modèle, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, les capacités motrices influençaient directement les habiletés en mathématiques pour les enfants entre 3 et 6 ans, là, pour une proportion que vous avez là, qui est à peu près 20% de la variance, mais que ça a influencé aussi par le passage des comportements sociaux, si vous voulez. On voit un petit peu tous les jeux d'influence qui se mettent en place là-dedans. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Et puis c'est des résultats qui sont inusités, pas seulement parce que toutes les variables n'avaient pas été réunies dans les études antérieures, mais aussi parce que les outils qui ont permis d'évaluer chaque variable ont été développés pour pouvoir être mis en place d'une manière écologique dans les milieux scolaires. Alors, il y a beaucoup de conceptions participatives aussi qui se fait, dans lesquelles l'objectif, c'est de développer des interventions. Moi, par exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé avec des enseignants et puis des conseillers pédagogiques. À un moment, on avait un panorama de recherche qui montrait que, vous savez, les enfants, quand ils ont 4-5 ans, ils font des jeux où ils font semblant d'écrire. Et puis quand les enfants font semblant d'écrire, en fait, au-delà de s'amuser, c'est assez intéressant pour les chercheurs et puis pour les enseignants, parce que dans leur manière de faire semblant d'écrire, ils nous donnent de l'information sur ce qu'ils ont compris de comment fonctionne l'écrit. Par exemple, à un moment donné, ils vont faire un petit dessin par lettre ou par son. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà compris que les lettres, ça code des sons, par exemple. Donc à ce moment-là, on savait qu'il y avait un lien entre ce que les enfants faisaient et puis leur jeu d'écriture, là, et puis ce qu'ils comprenaient de l'écrit. Puis il y avait quelques travaux qui montraient comment est-ce qu'on pouvait intervenir avec les enfants pour les encourager à écrire et puis les faire réfléchir en même temps qu'ils faisaient ces jeux de faire semblant là. Et à cette époque-là, moi, je travaillais en France, et puis ces travaux-là étaient peu connus. Et avec les conseillers pédagogiques et des enseignants, on a essayé de développer des outils pédagogiques pour faire connaître ces travaux-là aux enseignants, en fait. Puis ça a pris la forme d'un jeu pédagogique qui existe encore, là, qui est édité dans une maison d'édition qui est un peu spécialisée dans les matériels pédagogiques issus de la recherche. Et donc, on a développé un jeu avec des professionnels en co-conception, et puis ça permet aux enseignants de s'approprier des démarches d'accompagnement des premières écritures comme ça. Puis c'est le fun parce qu'après on a fait plein de recherches vraiment fondamentales avec le jeu en l'installant dans les classes et puis en demandant aux enseignants de varier certains paramètres d'intervention, puis des choses comme ça. Donc la conception participative, c'est une approche qui est intéressante. Donc on a vu conception participative et recherche translationnelle. Troisième type de recherche dont je voudrais vous parler, là on est vraiment plus spécifiquement dans le champ des sciences de l'éducation, c'est ce qu'on appelle les recherches-actions-formation. Alors je pense recherche-action, on a tous une petite idée de ce que c'est, hein. C'est des recherches où on va poser des actions, on a fait un certain nombre de constats avec lesquels on aimerait si possible avoir du changement, et puis donc des personnes, des chercheurs et puis des professionnels réfléchissent à des actions à poser pour provoquer du changement. Alors en fait, les recherches-actions-formation, c'est une forme particulière de recherche-action dans laquelle les actions posées vont être des actions de formation. Okay. Donc c'est les actions qu'on va poser, c'est on va former un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent développer des pratiques. Alors ça fonctionne vraiment comme une recherche-action, quoi. C'est-à-dire qu'on a des groupes de professionnels qui sont impliqués, qui réfléchissent à des pratiques, qui réfléchissent à des problèmes qui sont des problèmes d'ordre professionnel, et puis on va documenter tout ça dans des boucles itératives. Donc je vous ai mis un petit schéma là qui l'illustre. Alors les recherches-actions-formation pour quelqu'un qui veut faire de la recherche dans l'idée de donner aux enseignants une ressource qui va être utilisée en classe, c'est une bonne manière d'approcher les choses. Parce que on monte une équipe de recherche dans laquelle il y a des enseignants qui vont être capables de dire qu'est-ce qui est compatible avec l'exercice de la classe, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va être durable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment très très intéressant de ce point de vue-là. Alors je vais vous donner un exemple qui est dans le champ de la santé par rapport à ça. Je ne sais pas si vous savez ça, mais dans les années 2000, le plan de formation de l'école québécoise a introduit des questions de santé et puis des questions de bien-être dans son plan de formation. Donc ça veut dire que
dans les années 2000, les enseignants québécois, ils ont eu des choses à enseigner en lien avec le bien-être et la santé. Et puis, ce n'était pas forcément le cas auparavant. Donc, ils étaient un peu mal pris avec ça parce qu'il y avait comme des besoins de formation quand on doit enseigner quelque chose qu'on n'a jamais enseigné. Et puis, donc, il y a une étudiante qui s'appelle Geneviève Plouffe qui a fait sa thèse sur une recherche action-formation pour doter les enseignants de moyens d'intervention autour de la question de la santé et du bien-être. Donc là, vous avez un descriptif de ce qui a été mis en place dans la recherche. Donc essentiellement, c'était des différentes tables sur lesquelles réfléchir ensemble à ce qui peut être mis en place, des tables impliquant des conseillers pédagogiques, des enseignants, et puis tout ce beau monde a développé des initiatives qui ont été ensuite déployées dans les écoles par les enseignants qui avaient participé à la co-construction. Et puis donc là, je vous ai fait une petite liste du genre de choses qui ont été développées. Donc ils ont développé des initiatives en lien avec la consommation de substances chez les adolescents, par exemple, en lien avec la question de la détresse psychologique. C'est quoi la détresse psychologique? Comment la repérer? En lien avec l'estime de soi, les relations interpersonnelles, la sexualité, la gestion du stress, les saines habitudes de vie, l'intimidation, la question des dons du sang, par exemple, ou des dons d'organes. Donc vraiment, on a là des professionnels qui se sont retrouvés avec une injonction qui était de parler de santé et puis de bien-être dans un certain nombre de cours à l'école, et puis qui se sont réunis et qui ont collaboré pour développer des initiatives d'intervention auprès des élèves qui sont décrites dans le cadre de la recherche. Dernier type de recherche dans lequel il y a une collaboration étroite avec les enseignants que je voudrais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les recherches orientées vers la conception. Les recherches orientées vers la conception, en fait, c'est des recherches qui visent la conception de dispositifs pédagogiques. Alors j'ai mis techno entre parenthèses parce que souvent, quand ça a été utilisé au départ, c'était pour développer des applications à utiliser en classe. Mais de plus en plus, on trouve des travaux qui développent des interventions sans technologie, donc c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Et puis ces recherches-là, elles visent à la fois le développement d'outils, mais aussi le développement des théories qui sont sous-jacentes aux outils, en fait. Donc c'est mi-praxéologique, mi-épistémique, si vous voulez. Et donc, dans le principe d'une recherche orientée vers la conception, on va avoir une approche itérative avec des cycles de développement, c'est-à-dire on se met d'accord sur quelque chose qu'on aimerait développer, on va développer un prototype conjointement, des chercheurs et puis des praticiens, on va l'implanter, on va documenter ce qui se passe pendant l'implantation et puis on va revenir sur le prototype pour pouvoir faire une deuxième version. En général, dans une recherche orientée vers la conception, on fait 3 itérations pour arriver à quelque chose de stable. Et puis à la fin, en documentant l'implantation des dispositifs, on est capable d'avoir un dispositif qui est partageable parce qu'on a un prototype qu'on a amélioré. Puis au bout du compte, on a aussi des connaissances sur ce qui se passe quand on l'implémente et puis qu'on essaie de le mettre en place dans un contexte scolaire. Alors, je vous ai mis un exemple d'une recherche en éducation qui a été menée en utilisant une recherche orientée vers la conception. C'est un exemple de l'équipe d'une personne qui s'appelle Bobby Nolan, où en fait, ils ont mis en place une DBR. Alors, DBR, c'est pour Design Based Research, c'est l'acronyme en anglais pour les recherches orientées vers la conception. Et ils ont mis en place ce type de démarche pour réfléchir à des dispositifs pour travailler avec les élèves sur la question de la conscience environnementale. Donc on est vraiment sur des questions de développement durable et puis de santé durable quand vous allez voir les termes là. Et ils ont travaillé sur 2 thématiques en fait. C'est avoir une approche un peu rationnelle de la question de l'exploitation des fonds océaniques. Et puis avoir une réflexion rationnelle et puis fondée sur les données scientifiques autour de l'alimentation durable. Et ils ont développé comme ça tout un tas de dispositifs pédagogiques, de fichiers, de banques d'activités pour utiliser en classe qui permettent d'aborder ces questions-là. Et la recherche a documenté différentes itérations de création du matériel et puis comment les élèves y réagissaient, comment les enseignants y réagissaient, puisque ça permettait de mettre en place. Donc vous voyez, on est là, je vous ai fait un peu un portrait de 5 manières possibles de collaborer avec des enseignants. Je vous en fais une dernière maintenant. C'est ce qu'on appelle les recherches collaboratives en éducation. Donc là, c'est développé depuis les années 1990 à peu près. L'idée,
En fait, ça s'est développé au Québec, ce type d'approche, un peu en réaction à ce qu'il y a sous les recherches translationnelles que je vous ai présentées au début. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont remarqué que les résultats de recherche étaient peu connus par les milieux scolaires et puis peu investis. Et ils se sont questionnés pourquoi. Et ils ont eu l'impression que c'est parce qu'il y avait comme un écart entre les dispositifs qui étaient évalués dans les recherches en éducation à l'époque et puis ce que les gens voulaient dans les classes et les besoins qui étaient ceux des enseignants. Et donc l'idée qui a été développée notamment par Serge Desgagnés, ça a été de se dire si on veut produire des recherches qui aient une certaine vraisemblance pour les milieux scolaires, à un moment il va falloir impliquer les gens à tous les étages de la recherche. C'est-à-dire quand on va définir les objets qui nous intéressent, il va falloir qu'on y réfléchisse ensemble. Quand on va développer les dispositifs méthodologiques, comment les données qu'on va recueillir, les analyses qu'on va faire, il va falloir qu'on en discute ensemble. Et puis surtout, quand on va diffuser nos résultats, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment on le fait pour que ça rejoigne tous les publics cibles qu'on veut avoir. Puis donc, ils ont formalisé ça autour d'idées d'un fonctionnement en 3 temps, la co-situation, donc on réfléchit ensemble à ce sur quoi on veut travailler, la coopération, donc on fait ensemble, et puis la co-diffusion, la coproduction, donc on va écrire des choses ensemble, et puis on va produire des éléments ensemble. Alors, dans le projet Plein Air, qui est un projet du 6D, on a essayé d'avoir ce type d'approche. Le projet Plein Air, c'est quoi? C'est plusieurs milieux scolaires dans le Bas-Saguenay sont en train de se doter d'infrastructures pour pouvoir aller enseigner en nature avec les enfants, pour que les enseignants puissent aller en nature avec leurs élèves pour pouvoir enseigner. Puis le centre de services scolaire a pris contact avec le 6D pour voir s'il ne pourrait pas y avoir une recherche autour de ces initiatives pédagogiques. Et donc, ça fait 1 an à peu près qu'on est en relation là-dessus. Et puis, ce qu'on a fait depuis 1 an, là, pour l'instant, ça a été échanger avec les enseignants, avec les conseillers pédagogiques, avec le centre de services scolaires, pour essayer de comprendre quelles seraient leurs attentes par rapport à l'initiative qu'ils développent en termes de recherche. Puis on a essayé de confronter ces attentes-là avec les attentes qu'on pouvait avoir en tant que chercheur pour construire quelque chose qui est ni ce qu'on aurait imaginé au départ tout seul en tant que chercheur, ni ce qu'ils auraient imaginé tout seul en tant que centre de service, et qui est présenté là dans le schéma. Donc l'idée, on s'est dit, on va essayer de documenter ce qui se passe dans ces milieux-là pour être capable de caractériser ce qui se passe quand les enfants sont en nature. Que font les enseignants, que font les élèves, qu'est-ce qu'ils abordent, sur quoi ils travaillent. Et puis donc ça a donné lieu, le souhait de caractériser ça à un projet qui s'appelle Transition Plein Air, qui est financé par le CRSH institutionnel. Puis donc là, on collabore vraiment avec toutes les étapes. C'est-à-dire ce qui est prévu, c'est on va se rencontrer avec les gens qui agissent auprès des élèves pour qu'ils nous disent tout ce qu'ils produisent comme trace de leur activité à l'extérieur et puis ce qui serait possible pour eux de partager avec nous. Et puis, quand on aura établi ça, on va mettre en place un mécanisme de partage pour qu'ils puissent nous montrer ça. On va analyser ce qui se fait à l'extérieur pour le caractériser et on va leur soumettre les analyses pour qu'ils en évaluent la vraisemblance à leurs yeux. Dire, est-ce que ça caractérise, est-ce que ça décrit bien ce que vous faites ou pas? Est-ce qu'il y a des points qu'on a oubliés? Puis on s'est entendu aussi avec le centre de services scolaires pour documenter les retombées que ça a pour les élèves, ce type de dispositif. Puis donc on va aller voir les retombées à la fois que ça a sur la santé puis sur le cheminement scolaire. Puis on a prévu d'aller chercher des informations. Donc vous avez une liste de variables là qui est peut-être un petit peu petite, mais on va aller voir les questions de santé respiratoire, psychologique, de santé sociale, de santé métabolique, etc. Et comment ça évolue dans le temps et en fonction du temps passé à l'extérieur et puis de ce qui est fait à l'extérieur dans le contexte scolaire. Et puis pour faire ça, on va mettre en place des questionnaires avec les parents, des rencontres avec les enfants à plusieurs reprises dans l'année pour pouvoir évaluer un certain nombre de dimensions. On va recourir à des outils technologiques qui peuvent recueillir de l'information, puis on va récupérer leurs informations de scolarité aussi, donc les informations qui concernent leur cheminement scolaire. Puis en parallèle à ça, comme dans la recherche collaborative, ce qu'on souhaite, c'est que chacun y trouve son compte. Alors c'est sûr, avec ce que je vous ai décrit, là, les chercheurs, nous, on se trouve choyés parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Après, ça tout seul, c'est peut-être pas, on va dire, d'un premier intérêt pour un enseignant qui est dans sa classe ou pour une direction d'école. Et puis donc, la dimension qu'on a ajoutée là-dessus, qui nous paraît essentielle, c'est aussi, dans la mesure de nos moyens, de soutenir
les projets pédagogiques que vont développer les enseignants. Donc par exemple, si dans une école, à un moment, il y a besoin d'un soutien pour mettre en place une intervention qui est liée au plein air et puis sur des questions de sécurité, par exemple, ben on va voir si dans l'équipe de recherche, il y a quelqu'un qui ne pourrait pas soutenir la réflexion là-dessus pour que les enseignants soient sécurisés par rapport à cette dimension-là. Donc, voilà pour les recherches collaboratives. Alors, pour conclure, vous voyez, en fait, dans le champ de l'éducation et puis des recherches qui travaillent avec les milieux scolaires, il y a une variété d'approches et puis qui dépasse largement les 5 catégories que je vous ai présentées là. Puis, je dirais que c'est assez intéressant qu'il y ait cette variété d'approches parce que, en fait, elles sont très complémentaires les unes des autres. Je ne l'ai pas fait, mais je vous laisse le faire. Réfléchissez aux intérêts et aux limites de chacune des approches qui sont présentées, puis vous allez voir que les intérêts de certaines sont des réponses aux limites des autres. Donc ça permet vraiment d'avoir des approches complémentaires. Et puis, vous avez dû aussi repérer que le niveau d'engagement désiré pour les acteurs scolaires est très très variable d'un type de recherche à l'autre. Par exemple, dans une recherche translationnelle, les enseignants, en gros, on leur livre un dispositif, ils disent si ça va bien ou pas, puis ils le mettent en place. Ça demande un engagement qui est... alors c'est un engagement, hein, quand même, ça prend du temps, et puis voilà, mais c'est un engagement qui est modeste. Par contre, si vous faites une recherche collaborative, il faut que vous ayez des enseignants qui sont prêts à vous rencontrer, à faire des réunions avec vous, à recueillir un certain type de données. Donc c'est beaucoup plus engageant. Et dans les milieux, il y a des enseignants qui souhaitent s'engager à minima, et puis il y a des enseignants qui souhaitent beaucoup s'engager. Donc c'est très correct comme ça. Donc c'est bien d'avoir comme ça une variété d'approches qui permettent de répondre aux préoccupations de chacun. Alors, si un jour vous avez à développer des projets de ce type, moi j'ai mis ça comme repère théorique. Ça vient d'un projet européen en sciences participatives qui permet de qualifier un peu le niveau d'engagement des acteurs à l'intérieur du projet de recherche. C'est ça que j'utilise comme repère, moi, quand je suis dans l'idéation d'un projet par rapport à l'engagement des personnes. Donc il est assez fin, il existe plusieurs modèles de ce type-là, mais celui-là, il va assez dans la finesse et puis il fait bien écho à ce qu'on peut observer sur les terrains scolaires. Donc je vous laisse regarder ça. Puis je dirais après, en termes de perspective, si on veut travailler et puis faire de la recherche avec et pour les milieux scolaires, ce qui est important, c'est de construire des préoccupations communes et puis d'avoir dans l'idée que ces préoccupations, c'est pas le plus souvent, de mon expérience, et puis j'ai fait pas mal de recherches comme ça, les préoccupations communes qu'on crée, c'est pas les préoccupations que le chercheur a tout seul au départ et c'est pas les préoccupations qu'ont les enseignants tout seul au départ. Il faut qu'il y ait comme un mouvement d'échange très très long qui permet d'arriver à un projet commun qui nécessite que chacun fasse un pas de côté en fait. Et puis quand ce pas de côté n'est pas fait, on arrive soit sur des projets de recherche qui répondent bien aux préoccupations du chercheur, mais qui vont rapidement démobiliser les personnes dans les milieux, ou alors on arrive à des projets qui vont beaucoup mobiliser le milieu, mais qui vont démobiliser un petit peu le chercheur, parce que ce n'est pas tout à fait quelque chose qui est intéressant au niveau scientifique. Donc là, cette phase de co-construction-là, des fois on a l'impression que ça prend un temps fou et puis que ce n'est pas très utile, mais elle est vraiment nécessaire, je pense. Il faut aussi, en termes de perspective, reconnaître et puis avoir le plus grand respect pour les compétences de chacun. Alors là, moi, si vous travaillez dans les milieux scolaires, que ce soit pour l'élaboration d'outils de recueil de données ou pour le développement d'interventions, c'est avoir la chance de travailler avec des enseignants compétents qui vont vous donner leur point de vue. Ça va vraiment enrichir les dispositifs de recherche que vous utilisez, puis ça va vous permettre d'avoir des outils de recueil qui sont plus valides en termes de validité interne. Et puis, dans l'idéal, je pense que quand on veut travailler avec les milieux scolaires, il faudrait être en mesure d'impliquer les milieux scolaires vraiment à chaque étape de la recherche, depuis l'idéation du projet jusqu'à la diffusion des résultats. Et ça implique d'avoir des milieux partenaires qui s'engagent beaucoup, mais il y a beaucoup de milieux scolaires qui ont le goût de s'impliquer comme ça, donc il ne faut pas hésiter à aller vers ça. Voilà, c'est ce qui clôturerait mon propos. Puis vous avez à la fin du diaporama la liste des références si vous voulez ça en détail. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation qu'on vient d'avoir? En ligne peut-être d'abord, puis après dans la salle? Pour le projet que vous avez, l'outil que vous avez présenté pour les 5 ans, 6 ans, etc., est-ce que c'est possible ça de l'appliquer pour les gens qui ont des étudiants
l'enfant qui ont des problèmes d'autisme, parce que c'est maintenant de plus en plus les enfants qui ont de l'autisme ont beaucoup de problèmes de misère à parler, à communiquer, à se passer dans des chambres indépendantes. Le projet dont vous parlez, est-ce que c'est Calulu? Avant, il y a deux projets. Ouais. Calulu, je pense pas que ça fonctionne dans ce contexte-là. Par contre, les projets qui ont été développés en continuité de ça, oui. C'est-à-dire que donc là, on est sur un projet d'une équipe qui s'intéresse aux relations entre le développement de la numératie, les développements émotionnels et tout ça. Et en fait, il y a des membres de cette équipe-là qui ont développé des dispositifs d'intervention, par exemple, pour améliorer l'expression émotionnelle chez les enfants autistes. Et puis qui ont des résultats qui sont assez intéressants. Et c'est les travaux d'Édouard Gintaz qui portent sur cette question-là. Ouais. Et là, ils font des dispositifs spécialement pour des enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme, avec des résultats qui sont assez intéressants. Mais ils focalisent plutôt sur le côté expression émotionnelle, parce que c'est ça le premier gros enjeu avec ces populations-là. Deuxième question, peut-être pour l'informatique. Oui. Pouvez-nous intervenir ou appliquer l'informatique ici? Oui. Parce que toutes ces approches-là, finalement, qui se basent sur des grandes catégories, sur ce qui existe déjà, etc., les standards, les publications, etc., et sur les expertises des experts. Ouais. Grosso modo, on a des bases de connaissances, si on peut dire, par exemple, et à partir de ces bases de connaissances, on essaie de développer des modèles d'abord, puis ensuite implémenter ça, etc. Ouais. Donc, l'informatique, dans l'approche collaborative, est très importante, parce qu'on fait des collaborations entre les appareils, et on suppose qu'un appareil peut jouer le rôle d'un expert, ou d'un élève, etc. Et on fait quelque chose de semblable aussi à l'approche collaborative. J'ai déjà travaillé avec l'informatique collaborative dans plusieurs contextes, les outils, etc. Donc, possiblement qu'on peut parler de ça là. Oui, tout à fait. Puis il y a plusieurs des projets dont j'ai parlé là qui impliquent des chercheurs en informatique. Donc, par exemple, Calulu, pour le coup, il y a des informaticiens qui étaient impliqués là-dedans, parce qu'il y a des algorithmes en fait qui gèrent les réponses des enfants et puis l'usage de la machine qu'ils font, et puis qui font des rétroactions qui sont adaptées à ce qui a été donné avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, j'ai une question par rapport au nombre dans les études. Ouais. La première étude que vous nous avez présentée, pour laquelle la chercheure en administration, je pense, en économie, c'était quand même des nombres d'enfants puis des différents sites qui étaient assez importants. Ici encore, on a des nombres d'élèves qui sont assez élevés, mais bien que plus modestes. Puis à la fin, on se retrouve avec des groupes où c'est encore plus petit. Ouais. Ce que je me demande, c'est que de la discipline d'où je viens, on a toujours des calculs de puissance à faire, des éléments pour dire, bon, en bas de tel nombre de participants, oublie ton projet parce que tu n'auras rien de transposable par la suite. Est-ce que dans des projets comme ça, on s'attend à un nombre minimum d'enfants qui participent et de cycles pour pouvoir dire que nos observations après ça sont applicables, ou c'est tellement variable selon le milieu et tout ça que c'est plus la finesse de l'étude et l'ampleur des mesures qu'on va prendre au sein d'un même milieu qui sont importantes? Ben, en fait, les deux. C'est-à-dire que quand on est en recherche translationnelle et puis quand on est en recherche de conception participative comme ça, c'est les principes qui sont ceux de la santé. C'est-à-dire on va regarder le nombre de variables qu'on veut contrôler, puis on va faire un test de puissance et puis on va adapter en fonction de ce qu'on veut faire. La seule différence, c'est qu'il y a un petit étagement qui fait qu'on fait des études exploratoires avec des petits effectifs pour s'assurer que ça va dans le bon sens, parce que c'est des interventions qui durent assez longtemps et puis ça fait perdre du temps à des enfants si ça n'a pas d'effet. Donc d'abord tu as des petites études avec une puissance statistique faible et puis petit à petit ça augmente en généralisation. Donc ça, c'est pour les approches qui sont assez positivistes, je dirais que c'est assez conforme à ce qui se fait en santé. Pour les approches qui sont plus phénoménologiques, donc c'est ce que j'ai présenté là sur les recherches, actions, formation, les design-based de recherche. L'objectif là, c'est plus d'aller en profondeur dans la description de choses qui se sont passées, en essayant de décrire le plus finement possible quelles sont les variables qui sont en jeu. Donc c'est plus des approches qui sont ethnographiques en fait, et c'est plus basé sur une approche statistique et puis quantitative. Donc là, il n'y a plus de maximum et puis de minimum, il y a plutôt des usages.
Dans les usages, on va essayer d'avoir une dizaine de personnes pour faire du co-développement. On va essayer quand on met en place un dispositif qui a été fait en DBR, on va essayer d'avoir 3 ou 4 milieux pour voir. Et puis on va chercher une saturation de données. Alors à partir de quel moment, quand on introduit quelqu'un, on n'a plus trop de variations qui sont introduites. Donc ça. Une autre question que j'avais, si je peux me permettre, c'est lorsque vous avez présenté, vous avez dit que l'idée était que les professeurs soient ceux qui adressent les questions aux enfants pour éviter justement l'effet ou le biais d'un nouvel adulte qui s'adresse à lui. Je me demandais comment, à ce moment-là, on arrive à contrôler la variabilité qui est liée au lien créé entre le professeur et l'enfant, qui, bien qu'on souhaiterait dans un monde idéal que ce soit égal pour tous les enfants, on sait bien que c'est jamais vraiment le cas. Comment on fait pour... Nous, dans notre domaine, en fondamental, on va dire qu'il y a un batch effect qu'on considère si on ne met pas tous les échantillons dans la machine en même temps. Puis là, on parallèle les maquettes. C'est presque caricatural, je dis. Mais selon les questions qui vont être adressées, la nature de la question, comment va être modulée, le contexte, comment on fait pour contrôler ça dans les paramètres qu'on mesure, ça se contrôle pas? Il le contrôle en augmentant le nombre d'enseignants, en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'ils travaillaient avec 22 là, dans l'étude que j'ai donnée. En fait, l'idée, c'est que l'enseignant qui fait passer les évaluations est aussi une variable. Et puis, on va regarder s'il y a un effet de cette variable-là sur ce qui est mesuré chez... C'est pas une observation directe qui est faite, mais c'est cette précaution-là qui est prise dans ces études-là. Mais c'est sûr que ça a un effet qui est important. Mais qui existe aussi si c'est un expérimentateur extérieur et que c'est pas la même personne qui fait passer tous les enfants. Et puis dans les recherches où on travaille avec des enfants dans les classes, de toute façon, il y a une contrainte, c'est si on veut faire du testing à un moment, il faut essayer de le ramasser le plus possible dans le temps. Donc c'est jamais une seule personne qui évalue tout le monde. Et donc on a une variabilité d'expérimentateurs, souvent des étudiants. Donc tu vois, ça amène un peu le même genre de limite. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Pour la présentation, c'était vraiment très pertinent et très instructif. Bonne fin de journée tout le monde. Merci. Je suis plus rendu en intelligence artificielle appliquée, l'intelligence ambiante. En particulier, donc, c'est de mettre des capteurs dans des résidences de personnes âgées, et ainsi de suite, par rapport au vieillissement de la population, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, tout ça comme ça. Donc, en ayant fait des mathématiques, d'abord, ça m'a permis justement tellement d'apprendre des outils, des trucs comme ça, que l'avantage que j'ai maintenant, c'est sur les autres chercheurs de mon domaine. Et souvent, c'est des gros cursus en informatique. Moi, j'ai fait complètement l'inverse, donc je suis complètement un hybride, je suis un peu un imposteur, tu sais. Mais tous les bagages avant m'ont permis justement d'arriver là, puis ça fait que je suis capable d'être très efficace rapidement, à bien comprendre les problématiques, et ainsi de suite. Quand l'idée du centre est arrivée, il y avait plusieurs des collègues déjà là-dedans que j'avais initié des collaborations, donc c'était un naturel aussi. Souvent, une des problématiques pour les gens, c'est la technologie dans le projet. Puis moi, c'est exactement à quoi que je peux amener. Beaucoup dans le domaine présentement, en tout cas dans le domaine, je te parlais de l'intelligence, métier à domicile, des trucs comme ça, ces technologies-là, ça s'en va, ça prend une tangente assez rapide là, par rapport tout au projet interdisciplinaire. Donc, il y a des projets de plus grande envergure, mais interdisciplinaires, avec des processus de co-construction, là, avec les intervenants, les patients participants, et ainsi de suite. C'est la force de travailler en interdisciplinaire, c'est que, tu sais, j'ai pas la prétention de connaître tout non plus. Fait que l'avantage, bien, avec des gens qui sont bons en acceptabilité sociale, dans les relations directes avec le patient, les proches aidants, dans les comités d'éthique qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, évidemment, c'est la force du nombre, là. Mon domaine d'expertise, j'en ai plusieurs, mais le principal en recherche, et c'est donc de la recherche en sciences sociales et dans le champ du travail social plus particulièrement, c'est en ce qui a trait à la santé des hommes. Généralement, à la santé des hommes, mais plus spécifiquement dans ce domaine, à la demande d'aide des hommes et à la façon dont on leur fournit des services. Et pourquoi s'intéresser à la demande d'aide des hommes et à la manière dont on leur fournit des services? Parce que c'est lorsqu'on est un homme,
tu en es un, j'en suis un. On peut se reconnaître aussi dans certains de ses comportements ou certaines de ses attitudes. On peut avoir particulièrement de la difficulté à demander de l'aide. On peut être réticent à solliciter des services et aussi ce qu'on sait de plus en plus et de mieux en mieux parce qu'on le documente, il y a de plus en plus de recherches, bien, les services ne sont pas toujours adaptés à la spécificité des réalités masculines en regard, entre autres, de cet accès aux soins. Dans ce champ de recherche que sont les men studies, les études sur les hommes, l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui nous, comment dirais-je, qui conduit la plupart de nos travaux de recherche depuis longtemps. Alors pour moi, le fait d'être aujourd'hui dans le Centre intersectoriel en santé durable, membre régulier de ce pôle d'expertise et de recherche que je vois se développer comme étant une opportunité, effectivement, dans cette perspective de voir la santé des hommes comme étant leur santé globale, donc évidemment physique, évidemment psychologique, évidemment sociale, mais aussi spirituelle. Souvent on l'oublie, bien ça me semble, quand je vois un petit peu tout ce monde réuni lors de nos assemblées, bien je vois là effectivement une opportunité d'aller plus loin. Moi, j'ai 2 mandats particuliers à l'université comme directeur de la clinique universitaire de physiothérapie. Un mandat pour faciliter l'intégration des étudiants au niveau de la maîtrise, pour la participation aux stages pratiques, et comme chercheur régulier aussi au sein des recherches intersectorielles en santé durable, chercheur plus spécifiquement dans une problématique qui touche les personnes âgées. Donc voilà, mes projets de recherche est axé sur la santé des personnes âgées et ses capacités fonctionnelles, avec un regard plus particulièrement sur la prévention des chutes. En arrivant ici en région, j'ai remarqué justement que les taux de chute étaient très élevés, avec une retombée très importante au niveau du système de santé, et que les services spécialisés au niveau de la région n'avaient pas des outils en physiothérapie, entre autres, pour mieux diagnostiquer la fragilité des personnes âgées et ses risques de chute. Donc moi, avec une équipe de recherche interdisciplinaire qui touche un peu la neuropsychologie, parce qu'on sait que la personne en vieillissant, il a des problèmes au niveau cognitif, d'autres collègues aussi en ingénierie, en informatique, pour développer des outils, des mesures pour mieux quantifier les risques de chute. Et par la suite, établir des programmes, des exercices dans le cadre de mieux réadapter ces personnes et prévenir les chutes. L'aspect intersectoriel, d'avoir quelqu'un en travail social, médical, informatique, en génétique, en biologie, de mieux comprendre la personne dans une globalité, c'est beaucoup plus important que les concepts mécanicistes, qu'on regarde juste la spécificité d'un problème et on essaye de régler. Aujourd'hui, c'est impossible parce que la plupart des maladies chroniques viennent avec des atteintes psychosomatiques. La dépression, l'anxiété, la restriction, participation. Donc, de plus en plus, nous devons comprendre cette personne de comment, pas juste les côtés physiques, mais comment quelqu'un au niveau social pourrait nous aider à la participation et mieux comprendre les rôles de la famille, de l'environnement, de l'entourage pour cette personne. Le centre de recherche, je pense, où je suis présentement dans ma carrière, je trouve très, très intéressant parce que ça nous permet de voir que chaque chercheur a eu le temps de maturer. Donc, on a eu la maturation au cours du temps et nous sommes aujourd'hui capables de voir que seul, c'est difficile à travailler. Donc, ça nous permet de créer plusieurs projets super intéressants, mais avec un rôle plus global, avec un impact plus direct pour la société. Je pense que de se mettre dans le contexte intersectoriel, ça amène aux problématiques des solutions qui sont plus originales et plus innovantes que si on les regardait juste au travers d'une loupe unique. Et ça, c'est un avantage vraiment important.